Bonjour à tous, merci d'être là nombreux. Je travaille depuis 6 ans sur deux sujets assez originaux, des sujets qu'on n'entend pas développer ou débattre dans les médias, alors que je les trouve centraux. J'y suis venu progressivement. J'ai commencé en fait à me réveiller politiquement alors que j'étais complètement éteint, comme la plupart d'entre nous avant 2005. Je me suis réveillé à l'occasion du débat sur la Constitution européenne. Et en lisant ce texte, j'ai eu peur, puisque je me suis aperçu qu'il y avait dans ce texte, dans le traité anticonstitutionnel, c'était une très mauvaise constitution et qui était fait pour détruire nos constitutions nationales. Dans ce traité anticonstitutionnel, j'ai vu que les citoyens n'avaient plus rien pour se défendre en cas d'abus de pouvoir. Je l'ai vu, et puis ensuite je l'ai dit, je l'ai écrit. J'ai eu la chance d'avoir de l'écho. Ça, c'est un coup de peau qui change un homme, quoi, parce que le texte que j'ai écrit a circulé sur le net comme une traînée de poudre. Les gens se sont mis à en parler, à passer le mot, à critiquer. J'ai passé des nuits à répondre aux critiques pour étayer mon point de vue. Et en fait, ça m'a fait énormément progresser, ça évidemment, puisqu'on progresse jamais tant que dans la contradiction. Et finalement, je fais vite sur le rappel de ce qui s'est passé en 2005, qui fait que je m'occupe de tout ça. Finalement, en 2 mois, j'ai eu quelque chose comme 700 ou 800 000 visites sur le site. Il y en avait 30 ou 40 000 par jour, le dernier mois. Et je peux vous dire, pour un humain normal qui a jamais fait de politique, qui s'est jamais mis en public ailleurs que dans sa classe, savoir que dans les 24 heures, ce que vous êtes en train d'écrire, parce qu'en fait, quand les gens m'envoyaient des mails, je recevais 300-400 mails par jour, des mails importants, des mails enthousiasmants, des mails très émouvants. Mais il y avait des mails incisifs qui m'interpellaient, qui m'accusaient, qui me traitaient d'imposteur, de bon à rien, donc des mails vraiment pas gentils. Et pour répondre à ces gens-là, je passais des nuits, mais je ne pouvais pas, il y en avait trop. Et donc j'ai commencé à écrire un journal sur le site en répondant aux gens. C'était pas un blog, c'était pas un site interactif. Mais donc je répondais aux gens avec une seule lettre pour tout le monde, parce qu'ils me disaient un peu tous la même chose. Les gens qui étaient favorables au traité me disaient un peu tous la même chose. Donc grâce à mon site, qui devenait une vitrine, j'arrivais à leur répondre avec des messages communs. Mais quand vous savez que dans les 24 heures, il y a 30 ou 40 000 personnes qui vont vous lire, et en vous cherchant, en vous attendant au coin de la première faute, de la première erreur, du premier contresens, ça vous pousse à particulièrement vous relire, ça vous pousse à lire et à lire et à lire et à relire, à étayer vos points de vue, à chercher du soutien à gauche, à droite, au centre, partout où de l'intelligence s'est manifestée pour étayer votre point de vue. Et finalement, moi j'avais fait un premier texte où j'invitais les gens à m'aider à progresser. Je me disais, c'est incroyable d'avoir un avis qui est aussi contraire à ce qu'on me disait à la radio. Et dans mon texte, je disais, mais aidez-moi, je dois me tromper, parce que moi qui suis rien du tout, me mettre en face de Giscard d'Estaing, Delors, toutes ces pointures qui avaient construit l'Union européenne, je me disais, il est possible que je me trompe quelque part, donc dites-moi si je me trompe, et puis je corrigerai là où j'ai commis des erreurs, mais enfin, dans l'état actuel de ma réflexion, voilà ce que j'en pense. Et ça a bien marché, les gens ont marché, ils m'ont aidé à progresser, et finalement le texte est devenu, je crois que le texte, il est encore aujourd'hui bien sûr sur le net, il s'appelle Une mauvaise constitution, et il est d'une actualité brûlante, puisque c'est toujours la même constitution qui nous régit, puisque vous savez que cette constitution à laquelle on a dit non, elle n'était pas à proprement parler nouvelle, elle était la compilation des traités déjà existants. Et finalement, c'était dit autrement, c'était une autre façon de dire ce qui était déjà dans les traités. Avec des changements, mais en gros, on avait les règles s'appliquaient. Puis vous savez que en 2008, les parlementaires nous ont imposé par voie parlementaire, par le Congrès, nous ont imposé ce qu'on avait expressément refusé par référendum. Ce qui, pour moi, s'apparente à un coup d'État, une félonie, une trahison absolue. Mais bon, le fait est que
puisque ce sont les parlementaires, ils ont la légalité pour eux, même si ce qu'ils font est profondément légitime. On est exactement dans ce que j'appelle un abus de pouvoir, Alors, précisément, c'est ça, et ça va faire la transition avec tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que le cœur de ma pensée, le cœur de mon travail, ce pourquoi je me donne du mal, c'est la recherche. Je cherche des solutions, puis des solutions efficaces, des trucs qui marchent contre les abus de pouvoir. Et les abus de pouvoir de la gauche, les abus de pouvoir de la droite, les abus de pouvoir du centre, les abus de pouvoir du peuple lui-même, les abus de pouvoir en général. Je cherche à organiser la cité, à organiser le monde commun de façon à ce que les abus de pouvoir ne soient plus possibles. Et en général, les abus de pouvoir, pas toujours, mais en général, viennent des riches. Pas seulement, hein, le peuple en furie, une assemblée dans laquelle populaire, hein, une assemblée dans laquelle l'ambiance monte et devient frénétique, peut elle aussi commettre les pires injustices et commettre des abus de pouvoir. Enfin, en gros, en général, quand même, les abus de pouvoir viennent des riches. On va en parler, on va voir à quelle occasion et par quel mécanisme. Et en cherchant donc à identifier les abus de pouvoir et à y résister, j'ai une méthode qui consiste en tout point à chercher la cause des causes. C'est-à-dire que tous les phénomènes sont multifactoriels, tous les phénomènes n'ont pas une cause mais plusieurs. Et j'observe que les gens avec qui je me bagarre politiquement, les gens de gauche, de droite, du centre, les gens avec qui je me bagarre, prennent chacun un aspect des abus de pouvoir, parce que c'est souvent ça qui nous révolte, mais chacun dans son coin. Un va se préoccuper de l'aspect écologique et va va concentrer son attention et son énergie sur tout ce qui concerne l'écologie. Et il va complètement laisser tomber le reste, quoi. Ça va lui prendre toute son énergie. Mais il ne va pas remonter à la cause qui fait que politiquement l'écologie va à volo et que finalement les acteurs qui seraient capables de respecter la Terre et les acteurs qui effectivement détruisent la planète sur le plan écologique, le fait que ces gens-là aient le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir politique, lui paraissent indifférents. Alors que pour moi c'est central, c'est-à-dire que quand je remonte à l'origine de qu'est-ce qui rend possible la destruction, la dévastation de la planète sur le plan écologique, je retombe sur une cause politique et une cause économique. J'observe que ceux qui détruisent la planète à grande échelle sont les plus riches, et j'observe qu'ils ont le pouvoir politique par le biais d'élections. Alors c'est un exemple, je prends l'écologie, mais j'aurais pu prendre un autre sujet, les féministes ou les gens de gauche qui ont fait, sur la gauche, qui ont fait leur axe principal, c'est l'antiracisme, le féminisme, toutes sortes de sujets avec lesquels je peux être d'accord, mais ça ne me paraît pas être le problème principal. C'est-à-dire qu'il me semble que les différentes luttes sociales qui sont le point commun de tous les résistants nous divisent parce que chacun s'en prend aux conséquences au lieu de s'en prendre aux causes. Un petit peu comme si... Alors j'ai deux images, un petit peu comme si on avait une inondation. Il y a un robinet qui coule à fond, et il y a une inondation, il y a de l'eau partout, et on est tous là avec des serpillières à éponger, et personne ne ferme le robinet. Ça, c'est une image. Il y en a une autre, c'est celle du fleuve de notre activité sociale, avec de la pollution partout sur les bords, mais c'est incroyable la pollution. Alors, il y a du chômage partout sur les bords, plein de mousse, de l'eau rose, du chômage. Alors il y a des gens qui se battent contre le chômage, qui réfléchissent au chômage, qui remontent pas à la source pour voir d'où vient le chômage. Enfin, en tout cas, qui remontent pas bien jusqu'à la source, je trouve. Et puis d'autres sur l'autre rive qui voient donc par exemple les dévastations écologiques et qui se préoccupent d'essayer de réparer du mieux qu'ils peuvent les dégradations écologiques, rendre les gens responsables, mais là encore sans revenir à la cause. Et il me semble, moi, je trouve que quand je reviens... Moi, j'essaie de remonter à la cause des causes à chaque fois, et je retombe toujours sur chacun des sujets, tous ces sujets m'intéressent, mais à chaque fois quand je remonte à la cause des causes, je tombe sur des gens très riches et qui ont le pouvoir parce qu'ils ont réussi à acheter l'élection, ils ont acheté les élus grâce à la campagne électorale. Pratiquement à tous les coups, vous avez des industriels et des banquiers, donc les plus riches,
On va voir, quand on va parler de la monnaie, on va voir que historiquement, les banques, avant, c'était des commerçants, et que finalement, c'est la même chose, c'est l'accumulation des richesses qui rend possible la perversion, la corruption politique. Donc, pratiquement tous mes travaux me ramènent à deux grands axes qui sont la création monétaire, qui crée la monnaie, et je vous propose d'en faire le premier sujet de conversation, où je vais vous en parler, je vais essayer de pas dire tout ce que j'ai envie de dire là-dessus, parce que j'y passerai une journée entière. Donc je vais essayer d'y aller un peu à la hache, et puis à l'occasion d'un débat ensuite, en discussion, on approfondira des points que j'aurais pas dû raccourcir autant et qui méritent d'être approfondis selon ce que vous souhaiterez faire. Et puis dans un deuxième temps, on parlera de l'aspect politique qui est, à mon avis, complètement indissociable, c'est-à-dire qu'on ne récupérera pas la création monétaire, on ne la reprendra pas aux banquiers sans le tirage au sort. Tant qu'on sera dans le régime de l'élection, c'est-à-dire tant qu'on fera de l'élection une vache sacrée, le suffrage universel une vache sacrée, je comprends que les MEDEF du monde et les multinationales du monde défendent l'élection, et ils le font. Ce qui me paraît extravagant, c'est que les gens de gauche ou les gens humanistes, les gens qui cherchent la concorde, une société pacifiée, dans laquelle les marchands de canons ne seraient pas ceux qui décident, que ces gens-là défendent l'élection, alors que manifestement l'élection permet aux riches d'acheter le pouvoir, ça me paraît vraiment étonnant. Et ça pourrait être le deuxième aspect de notre échange, où je vous parlerai là encore peut-être pour vous montrer, si vous voulez, dans la deuxième partie, je pourrais vous parler de l'exemple athénien, qui est absolument formidable, mais il ne faut pas que j'en parle trop maintenant, et qui suscite des objections. Et ces objections, en tout cas toutes celles que je connais, et puis ça fait un moment que je réfléchis là-dessus, donc normalement, toutes celles que je connais, j'arrive à les réfuter. Mais peut-être que vous avez trouvé d'autres réponses, ça m'intéresse beaucoup, hein, c'est ça que j'attends de notre échange. De mon côté, c'est ça que j'attends, c'est peut-être de nouvelles objections que je n'aurais pas encore réussi ou que je n'aurais pas envisagées. Alors sur la monnaie, commençons sur la monnaie. On a parlé de nos problèmes sociaux, notre société est particulièrement agitée, troublée, parcourue de haine et de difficultés qui sont souvent liées à une cause qui paraît première, qui est le chômage. C'est-à-dire que dans une économie dans laquelle chacun n'a pas son petit lopin de terre et n'est pas autonome pour se nourrir, on a besoin les uns des autres, et donc on a besoin de monnaie, on a besoin d'argent, et dans un monde où l'argent est rare, et où ceux qui sont capables de créer la monnaie n'en créent pas autant qu'il le faut, il faut qu'on travaille pour en gagner de cet argent, et donc on est très très dépendant de l'emploi. Ça veut dire du travail qu'on va nous donner, si celui qui est l'employeur veut bien. Et quand on regarde le chômage avec un peu de recul, on est surpris quand même dans nos sociétés, parce que, voyons, le travail, c'est des gens qui font des choses contre de l'argent. On manque pas de gens pour travailler. Il y a des gens, notre problème, c'est pas qu'on manque de gens. Des gens, on en a. Et on manque pas de choses à faire. Des choses à faire, il y en a énormément, des choses à faire, des choses très utiles. Il faudrait isoler tous les bâtiments en triple vitrage pour qu'on n'ait plus besoin, par exemple, de les chauffer. Il faudrait construire des logements en grand nombre pour que tout le monde ait un logement. Enfin, il y a des tas de choses à faire. Je ne développe pas. Vous imaginez le nombre de choses qu'il y a à faire pour que nous vivions tous dignement. Donc, il y a des gens qui ne demandent que travailler. Il y a des tas de choses à faire. Ce dont on manque, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et c'est compliqué de créer l'argent? Non. C'est pas compliqué de créer l'argent. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on manque d'argent? C'est l'intérêt de cette réflexion, c'est celui-là. C'est qu'on comprenne que par quel mécanisme, aujourd'hui, on manque d'argent, et essayer de remonter à l'origine. Qui crée l'argent? Qu'est-ce que c'est que l'argent? Est-ce que c'est compliqué d'en créer? Voir quelles sont les
les théories en présence, alors je vais faire vite sur les théories, mais il faut quand même connaître la théorie générale qui est celle que défendent les économistes aujourd'hui, et puis les théories alternatives, ceux qui ont proposé autre chose dans l'histoire des hommes, et c'est quand même drôlement intéressant, je vais faire vite là-dessus, et puis les expériences, il y a des tas d'expériences, des expériences monétaires qui sont passionnantes. Alors, je ne les connais pas toutes évidemment, ce que je me propose avec vous, c'est de partager avec vous ce que j'ai découvert pour l'instant. Et il est tout à fait possible que j'en découvre encore avec vous, grâce à vous, parce que le foisonnement des expériences sur Terre en matière de monnaie est tout à fait étonnant et passionnant. Alors, sur la création de Terre, comment ça marche aujourd'hui la monnaie? J'ai amené plein de bouquins pour vous inciter, pour matérialiser les gens dont je vais parler et sur la pensée desquels je m'appuie. Pour l'histoire de la création, pour l'histoire de la monnaie, en fait, quand on essaie de comprendre ce que c'est que la monnaie, depuis quand ça existe, sous quelle forme ça a existé, je vous promets que c'est une histoire absolument passionnante. C'est-à-dire que, je vais vous en parler d'un ou deux, mais avec un livre sur l'histoire de la monnaie, vous allez traverser l'histoire des hommes et vraiment mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Parce que la façon dont on a perdu la monnaie, dont la monnaie est devenue l'objet de quelques privilégiés, est absolument décisive dans notre façon de vivre, dans la concorde, dans la prospérité. La façon dont on s'est fait avoir est décisive pour la paix. C'est-à-dire que vous allez voir que ce sont essentiellement les banquiers qui créent les guerres. C'est quand même il y a un enjeu considérable sur la compréhension. Alors pour comprendre la monnaie, j'ai un mur entier de livres qui touchent de près ou de loin à la création monétaire, donc j'en ai choisi quelques-uns seulement, mais qui sont vraiment remarquables. Il y a d'abord un grand bonhomme qui s'appelle Galbraith, le père de celui qui est encore vivant aujourd'hui, celui-là est mort, Galbraith, qui s'appelle l'argent, tout simplement. Et Galbraith, avec un humour britannique, c'est un humour, c'est très discret, et c'est absolument délicieux à lire. Il fait le tour des cupidités, des entourloupes, des arnaques, des intrigues. C'est quelqu'un qui a une forte légitimité, Galbraith. Il a discuté, il a réfléchi avec tous les grands de ce monde. C'est quelqu'un c'est un immense économiste, qui est en même temps un journaliste, qui est un véritable humaniste, quelqu'un qui aime l'humanité et qui dit pique-pendre des oligarchies, des bureaucraties, des sources d'injustice. Et son histoire de l'argent... Quelle période d'auteur ? Alors, c'est XXe siècle, il est mort il y a quelques années. C'est plein milieu et fin du XXe siècle. Et son fils a l'air d'être de la même trempe. C'est un gars qui a l'air vraiment bien, qui est un résistant aussi. Donc, dans ce livre-là, la définition de l'argent est formidable. Alors, est-ce que j'ai bien marqué mon machin pour pouvoir... Parce que je me propose de vous la lire. C'est très court, ça fait un paragraphe. Hein. Il nous prévient que... Alors, il y a un truc qui est quand même très marrant. La plupart... il explique que, en fait, les gens compliquent la monnaie pour nous perdre. Pour rester les maîtres du sujet, comme les médecins le faisaient, comme les avocats le font, comme toutes les corporations, cultivent un jargon de façon à ce que, pour tenir à l'écart la piétaille. Mais en gros, le lecteur devrait s'attaquer aux pages qui vont suivre en sachant bien que l'argent n'est rien de plus ou de moins que ce qu'il a toujours cru. Ce qu'on offre ou reçoit pour l'achat et la vente de biens, de services et autres. Ce qu'on accepte, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit pour l'achat et la vente. Le reste, c'est des complications pour pas grand-chose. Et effectivement, quand on va voir l'histoire, enfin, les phases essentielles de la création de la monnaie, au moment où se les fait voler, vous allez voir que c'est pas compliqué. Il y a une deuxième référence que j'aime beaucoup, qui est un vrai plaisir à lire, qui s'appelle « La pensée monétaire de l'âge classique à nos jours », d'un gars qui s'appelle Tutin. Tutin, T-U-T-I-N,
qui en fait retrace, et ça va très vite en fait, parce que c'est vraiment des courts extraits très bien choisis qui vont de Locke à Hayek, donc qui est vraiment un très récent, en passant par Lowe, Cantillon, Hume, Thornton, Ricardo, Marx, Fischer, tous c'est des grands noms qui ont réfléchi sur la monnaie, et évidemment Keynes et Friedman. Mais c'est pas fastidieux, parce que c'est des petits passages, c'est le meilleur de ce qu'ils ont écrit, le meilleur de ce que les meilleurs ont écrit sur la monnaie. Donc c'est une façon, là aussi, et une façon polémique, parce que c'est des gens qui n'étaient pas d'accord entre eux, et qui s'empaillaient pour savoir ce que c'était que la monnaie. Donc ça, c'est, je crois, aussi un bon livre pour comprendre les enjeux. Alors, je ne vais pas reprendre toute l'histoire de la monnaie, je vais dire où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a deux monnaies. On a deux monnaies. Il y a celle que nous utilisons, nous, qui est, on va dire, la monnaie, en gros, pour l'essentiel, la monnaie qui est créée par les banques privées. Et puis, il y a la monnaie qui est créée par l'État, qui est la monnaie centrale, dont on voit, nous, une petite partie, c'est la monnaie fiduciaire, les billets, les pièces, et puis dont l'autre partie s'échange entre les banques. Donc, en fait, il y a il y a deux monnaies différentes. La monnaie qu'utilisent les banques entre elles ne nous concerne pas, vous la verrez jamais. C'est pas la même, c'est entre les banques. Et puis, il y a la monnaie qu'on échange, nous, et celle-là, elle n'est pas créée par l'État, ou elle est très peu créée par l'État. Elle est, en gros, créée par les banques privées. À l'occasion de quelle opération? Comment ça se passe? Le mieux, c'est de prendre un exemple pour voir l'apparition de la monnaie, puis ensuite sa disparition. Quand vous allez voir un banquier, vous avez besoin de 100 000 euros pour votre maison, par exemple, vous allez voir un banquier, et vous lui dites, je voudrais 100 000 euros. Le banquier ne les a pas, et vous dit, pourtant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, vous voulez 100 000 euros, il vérifie que vous êtes fiable, parce qu'il a besoin que vous soyez fiable. Si vous n'êtes pas fiable, et si vous lui claquez dans les mains, ça va devenir pour lui une charge, et c'est lui qui va devoir assumer la responsabilité de cette création monétaire à votre place. Donc il va faire attention à ce que à ce que vous soyez fiable. Mais si vous êtes fiable, je vais me lever pour vous lier les mains, si vous êtes fiable, il a un bilan. J'avais fait un petit dessin, mais c'est peut-être plus visible. Il a un bilan avec un actif et un passif. À l'actif, c'est ce qu'on me doit. Le passif, c'est ce que je dois. Je suis, moi, une banque et j'ai un bilan. Le passif, c'est ce que je dois. Pour l'instant, il n'y a rien. Vous voulez 100 000 euros, il n'y a pas de problème. Je vous les donne, les 100 000 euros. Les voilà. Je vous dois, moi, banquier, c'est dans mes comptes, je vous dois 100 000 euros. Alors là, pour l'instant, il y a quelque chose qui ne va pas en comptabilité, parce que la comptabilité, ça doit être équilibré. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écris quelque chose, je dois écrire quelque chose à droite d'un compte et la même somme à gauche d'un autre compte. Et pour l'instant, ce n'est pas équilibré. Mais ce que j'ai créé là, c'est de la monnaie. C'est-à-dire que ce qu'il y a à mon passif, moi de banque, ma dette de banque, c'est de la monnaie. Je vais vous expliquer ensuite comment ça circule, vous allez voir. Mais l'opération de prêt, l'opération de crédit n'est pas terminée. En même temps que le banquier dit « je te dois 100 000 euros », en même temps qu'il fait ça, il dit « et toi, tu me dois 100 000 euros ». Il dit de l'autre côté « et toi à qui je prête 100 000 euros, ben, tu me les dois. Ça, c'est moi qui te les dois, et ça, c'est toi qui me les dois. » En fait, quand vous faites un crédit, vous créez deux dettes. Où la banque crée deux, de toute façon vous le faites à tous les deux, la banque et son emprunteur, à eux deux, créent deux dettes. La dette de la banque tout de suite, elle le doit tout de suite, et la dette de celui qui emprunte plus tard. La différence, c'est juste le terme. Et la troisième, c'est quoi? Les intérêts. Alors, on verra après. Parce que les intérêts seront pris sur une monnaie préexistante. Pour la création monétaire, pour l'instant, il ne crée que ça. Il crée la monnaie que vous lui demandez, en contrepartie de la dette, de la somme que l'autre vous doit. C'est vrai que quand il faudra rembourser en plus les intérêts. Je les laisse tomber pour l'instant. Je crée 100 000 des deux côtés de mon bilan. Ensuite, à chaque fois que la personne va me rembourser, je vais, quand il rembourse 10 000, rembourse 10 000, rembourse 10 000, rembourse 10 000, je détruis des deux côtés, et à la fin du remboursement, la monnaie a disparu. La monnaie a disparu. Si tout le monde remboursait ses dettes aujourd'hui, il n'y aurait presque plus de monnaie. Presque plus. Il n'y aurait plus que les billets et les pièces qui sont un autre type de monnaie. C'est l'argent dette. C'est-à-dire que
tout ce qui passe par les comptes des banques, qui s'appelle la monnaie scripturale, parce que ce ne sont que des écritures, toute cette monnaie apparaît à l'occasion de cette manip que je viens de décrire. Quand les gens empruntent, on leur crée de la monnaie et ils s'endettent en même temps. Et quand ils remboursent, on détruit la monnaie et ils sont de moins en moins endettés en même temps. La monnaie aujourd'hui, pour l'essentiel, pour plus de 90%, c'est ça. Mais, alors, qu'est-ce qui fait qu'il y en a... Alors, il faudrait que je vous montre aussi comment ça circule après. C'est-à-dire que quand la personne... Donc ça, c'est son compte en banque. C'est l'argent que moi, banque, je lui ai mis sur son compte en banque. Donc quand lui, il paye les fournisseurs, il paye ses maçons, il paye ses peintres, il y a une partie de cet argent qui va partir et qui va aller sur le compte d'une autre banque, donc la banque B. Mais ça fonctionne de la même manière, avec l'actif et le passif. Et vous allez vous retrouver ici avec peut-être 90 000 s'il y a 10 000 qui sont partis. Et puis vous allez avoir 10 000 qui vont se retrouver ici. Et parce que, hop, vous avez de l'argent qui part, et c'est juste des écritures, qui passent de passif à passif. C'est-à-dire que quand vous créez l'argent, c'est sur le passif d'une banque, et puis ensuite, par le biais des chèques, des cartes bleues, des virements et toutes sortes d'instruments de paiement, vous avez ce chiffre qui circule d'un passif à l'autre. Donc en fait, après ça, pour comprendre comment ça marche, il faut prendre du recul par rapport à l'ensemble des banques, et vous apercevez qu'en fait, c'est un passif de banque au pluriel, c'est un passif qui circule grâce aux chèques et aux cartes bleues, etc. Oui. C'est comme si c'était une seule banque. Voilà, pour comprendre la création monétaire, c'est parce qu'elles créent toutes, chacune prête à différents acteurs, et quand je suis BNP, si je représente 10% du marché, donc ça veut dire qu'il y a 10% des gens qui me font plutôt confiance pour mettre leur dépôt chez moi. Quand je prête, moi, 100, il y en a 90 qui vont partir, puisque je n'ai que 10% de part de marché, il y en a 90 qui vont partir sur les autres banques. Mais en même temps, les 90 autres banques, les banques qui représentent les 90 autres % du marché, elles aussi, elles font des prêts, et elles aussi, il y en a 10% de ce qu'elles prêtent qui va venir dans mes comptes. Donc en gros, si nous, toutes les banques, on a créé 1000 dans la journée, il y en a 100 qui vont revenir sur mes comptes, qui ne sont pas forcément de l'argent que j'ai prêté moi, mais je vais avoir... il faut en fait que chaque banque prête à peu près en proportion de sa part de marché des dépôts. Si elle prête plus, si elle se met à prêter plus que les autres, il y a de l'argent qui va partir vers les autres banques, parce qu'elle n'a pas les parts de marché qui correspondent à ce qu'elle a prêté. Il y a de l'argent qui va partir vers les autres banques, et il va falloir qu'elle se refinance. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle paye. C'est pas la peine d'entrer trop dans le détail là-dedans. Enfin, un petit peu peut-être quand même. C'est important. On verra un petit peu quand on verra les réfutations aux objections. Parce qu'à mon avis, les banquiers prétendent que c'est une forte limitation à la création monétaire que les banques soient comme ça en concurrence. À mon avis, il y a une telle pression entre elles pour qu'elles progressent au même pas. C'est-à-dire qu'elles prêtent, si elles prêtent au même pas, à la compensation, il n'y a presque plus rien à compenser. La masse monétaire, finalement, c'est l'ensemble des sommes qui ont été ainsi créées à l'occasion des crédits et qui n'ont pas encore été remboursées. Un petit peu comme une baignoire qui serait remplie tous les jours avec un robinet qui est constitué des nouveaux prêts. Donc, tous les nouveaux prêts qui sont signés consistent à remplir la baignoire de la masse monétaire. Et tous les remboursements sont un peu comme la bonde au fond de la baignoire par laquelle l'eau s'en va régulièrement, à vitesse régulière, programmée, suivant le planning des échéanciers de remboursement des crédits. Donc, vous avez la masse monétaire qui est cette grande baignoire qui se remplit et se vide avec un critère qui n'a pas grand-chose à voir avec notre besoin en monnaie. En fait, on a besoin de monnaie pour pratiquer nos échanges. C'est un petit peu... Alors l'image est ancienne, hein, elle a souvent été utilisée, elle est pas mal, un peu comme le sang dans un organisme qui permet d'échanger. Le sang, en circulant dans notre organisme, prend des particules, des éléments dans un coin, il les amène à un autre. Le sang nous sert à nous aussi à échanger. Quand on en a trop, ça va pas. Quand on en a pas assez, ça va pas non plus. C'est important qu'on ait une bonne quantité de sang. De la même façon, c'est important qu'on ait une bonne quantité de monnaie. Dans les périodes d'optimisme, dans les périodes où tout va bien et on a confiance dans l'avenir, nous avons, nous autres humains, tendance à emprunter beaucoup, et les banquiers, dans cette période d'optimisme, ont
ont eux aussi tendance à nous prêter beaucoup, et ça a comme effet de créer beaucoup de monnaie et d'avoir une augmentation de la masse monétaire qui conduit en fait la plupart du temps les gens à prendre plus de risques, trop de risques, plus de risques que ce qu'ils devraient faire. Je simplifie. Et à l'inverse, et c'est l'inverse qui me préoccupe, quand il y a des phénomènes, des phénomènes de renversement de la psychologie des gens, où en fait on bascule de l'optimisme au pessimisme. Alors ça peut être une crise immobilière par exemple. Et alors vous avez un effet d'agents qui sont tous procycliques, un marché qui sont tous procycliques, qui vont tous dans la même direction. Autant les marchés allaient tous dans la direction de l'optimisme quand c'était optimiste, puis quand ça commence à basculer, là aussi, les acteurs sont toujours procycliques, ils vont tous dans le même sens, ils se mettent à tous déprimer, donc ils se mettent tous à arrêter d'emprunter, et les banques arrêter de prêter, alors qu'on continue à rembourser, donc la baignoire continue à se vider avec des échéanciers qui sont à date fixe, et par contre, la baignoire arrête de se remplir, et vous vous retrouvez avec de moins en moins de monnaie, et comme par hasard, du chômage. Alors, le lien entre le chômage et la monnaie, il est difficile à établir de façon mécanique et rigoureuse, mais il est défendu par des tas de théoriciens depuis longtemps. Et le plus récent, le plus connu étant Keynes. C'est pas idiot du tout, je trouve, que de corréler la quantité de monnaie avec le chômage. Ce qui me conduit à corréler ces deux phénomènes, ce sont les expériences de monnaie parallèle, de monnaie alternative. Dans de très nombreux cas d'histoire de monnaie alternative, j'observe que, d'abord, pour créer une monnaie, il faut arriver à être souvent en situation de crise profonde, avec un chômage considérable, des gens qui n'arrivent plus à travailler, des gens qui n'arrivent plus, les commerçants ne travaillent plus. Et puis, ce sont des communes, c'est souvent à l'échelon local, qui reprennent le contrôle de la monnaie, qui se mettent à payer leurs fonctionnaires municipaux avec une monnaie qu'ils inventent, parce qu'en fait, ça s'invente une monnaie, c'est très conventionnel une monnaie. Il suffit d'avoir confiance pour que ça marche. Et dans toutes les expériences que je lis, à chaque fois, mais c'est pas des mois qu'il faut, c'est quelques semaines pour que le chômage disparaisse. C'est-à-dire que toute l'activité reprend quand on réinsuffle de la monnaie. Je veux dire, le lien entre le fait qu'il n'y ait pas assez de monnaie qui met tout le monde au chômage, et le lien entre le fait de recréer de la monnaie en faisant attention à ne pas en créer trop, parce que tout le monde sait que si on en crée beaucoup trop, la valeur de la monnaie dégringole et ça devient une autre catastrophe. Mais si on fait attention, si on arrive à faire attention à ne pas en créer trop, on a une solution au chômage à créer davantage de monnaie. Mais attention, vous créez la monnaie. Si vous allez la mettre si la monnaie que vous créez, comme on fait en ce moment là, on va mettre cette monnaie dans la poche des riches, des gens qui la dépensent pas, des gens qui l'accumulent et qui font des tas de plus en plus gros, quasiment comme une maladie, ça règle pas du tout notre problème de chômage. Il faudrait mettre l'argent dans la poche de ceux qui le dépensent. Ce que propose Jean-Marcel Jeanneney, qui était un ministre de De Gaulle, dans un livre qui s'appelle « Écoute, la France qui gronde », que vous aurez du mal à trouver parce qu'il ne se trouve plus dans le commerce, il est épuisé, il faudra le trouver d'occasion, mais dont j'ai publié les meilleurs passages sur mon site. Ce gars-là commence par expliquer dans son bouquin qu'il sait que quand on crée trop de monnaie, ça crée une hyperinflation qui détruit la valeur de la monnaie et qui est une catastrophe pour tout le monde. Il le sait, il rappelle l'épisode des assignats pendant la Révolution, il rappelle le système de l'eau, il rappelle l'hyperinflation allemande des années 20. Il sait tout ça et malgré tout, il suggère que l'État crée de la monnaie permanente, donc pas la monnaie d'aide des banques privées, de la monnaie permanente, de la monnaie qui n'aura pas besoin de rembourser, des billets de banque, et que sans même passer par les banques, on en donne, c'était avant l'euro qui proposait ça, on donne, proposait-il, 3 000 francs par personne physique, enfant, vieillard, adulte, homme, femme, toute personne, qu'on distribue 3 000 francs à chacun, et on regarde, on observe ce que ça donne, de façon empirique. Est-ce que ça fait de l'inflation ou pas? Si ça ne fait pas d'inflation, dans 6 mois, on recommence. Et si ça fait de l'inflation, on arrête pendant un temps.
Donc, il proposait que de façon empirique, on distribue, ce qui est très original dans cette proposition, c'est d'aller distribuer l'argent dans les poches de gens qui vont le dépenser. Oui, ça, Ça change tout. Là, pour l'instant, on crée des milliers de milliards et on les donne à des gens qui ne dépensent pas, qui éventuellement nous le prêtent, mais moyennant intérêt, un intérêt ruineux. Alors, sur la création monétaire, il faut quand même... J'ai passé sur un point qui est important et dont il faut parler. Jusqu'à une période récente, jusqu'à 1973 en France, jusqu'à 1913 aux États-Unis, l'État avait encore le droit de créer la monnaie en concurrence avec les banques privées. Donc les banques privées pouvaient créer l'argent, comme je vous l'ai dit, mais l'État pouvait, pour ses besoins, financer ses investissements en créant lui-même la monnaie dont il avait besoin. Pour ce faire, il empruntait, comme vous empruntez auprès de votre banque, lui il empruntait auprès de sa banque centrale. Et quand il empruntait auprès de sa banque centrale, comme la banque centrale c'était lui, et il faut comprendre que l'État c'est nous, quand il empruntait auprès de sa banque centrale, il remboursait sans intérêt. Il remboursait ou il remboursait pas, mais quand il remboursait, en tout cas il remboursait sans intérêt. Or, il s'est passé en France et aux États-Unis, en Europe aussi, un coup d'État monétaire qui a consisté à verrouiller le système et à généraliser la création monétaire par les banques privées pour que l'État ne puisse plus emprunter auprès de sa banque centrale, pour qu'il soit obligé d'emprunter auprès des banques privées, auprès de ceux qui ont de l'argent, en gros les banques privées, quand il a besoin de financer ses investissements, c'est ce qui l'oblige à payer les intérêts. Or, dans tous les pays où l'État se fait ainsi flouer, la dette publique apparaît. Cette même dette publique qui est utilisée dans les pays du tiers-monde pour les asservir, pour leur voler leurs matières premières, leurs ressources à bon compte, et les pays développés sont en train de passer dans la même moulinette. C'est-à-dire qu'on progressivement, en obligeant l'État, en lui interdisant de créer sa propre monnaie, et en l'obligeant à emprunter, donc sur les marchés financiers, ça veut dire auprès de ceux qui ont de l'argent, donc auprès des plus riches, nos élus, les élus de ces pays, ont en quelque sorte asservi les États en question, les ont rendus dépendants, et ce qui se passe aujourd'hui en Europe est criant, quoi. Vous voyez bien que la Grèce, le Portugal, l'Irlande sont tenus à la gorge par le système de la dette, et qu'il n'y a aucune raison pour que les autres pays n'y passent pas exactement de la même manière. C'est intéressant de dire aussi qu'en 1973, c'était Pompidou et notre ami Valéry Giscard d'Estaing qui étaient donc au pouvoir, qui était Pompidou. Et Pompidou était le président de Rothschild. Était le directeur de Rothschild. Directeur de Rothschild. Pour vous donner un exemple un petit peu de ce que c'est que la politique au niveau mondial aujourd'hui, Kadhafi, quand il venait à Paris, montait sa tente dans le jardin de la famille Rothschild. C'est juste pour vous donner un lien. Voilà. Très intéressant. Je ne savais pas ça, je ne savais pas que c'était dans le jardin de Rothschild. Voilà. En tout cas, c'est vrai que souvent on appelle cette loi de 73 la loi Rothschild parce qu'elle a incroyablement servi les intérêts des banques, puisqu'elle a fait des États. Il faut comprendre que les États, leur ressource, c'est nous. C'est le travail de millions de personnes qui va être mobilisé pour une grande part, qui va être mobilisé pour le service des créanciers, des nouveaux créanciers de l'État, que sont les banques, à l'occasion des dépenses publiques, puisque l'État ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale. Il faut qu'il emprunte auprès de ceux qui ont de l'argent, et principalement ceux qui ont de l'argent, ce sont les banques. Donc, c'est radicalement contre l'intérêt général. Ce qui s'est passé en 1973, c'est, encore une fois, c'est un coup d'État. Et c'est ce qui s'est passé en 1913 aux États-Unis, avec le même mode opératoire et les mêmes banques d'ailleurs. C'était ce qui est. Alors, je pense que le livre le plus important de la période, c'est ce livre-là, Les secrets de la Réserve fédérale. Je pense que s'il y a un livre à lire pour comprendre l'escroquerie monétaire du moment, c'est ce livre-là. Il existe depuis longtemps, mais il a été traduit en France depuis peu de temps. Il est depuis le septembre dernier. C'est une bombe. Voilà, c'est juste une bombe. C'est-à-dire que quand vous lisez ça, vous êtes révolté. Ça se lit comme
roman policier. Moi, je trouve que c'est très facile à lire. Et ça explique comment... Eustache Mullins, M-U-2-L-I-N-S. Ça explique comment une poignée de banquiers détestés de la population américaine. Les Américains sortaient d'une crise épouvantable où ils s'étaient fait ruiner, ils avaient perdu toutes leurs économies, les économies d'une vie, des gens ruinés qui détestaient la banque et Wall Street. Qui avait été initié par JP Morgan. Oui, mais on ne peut pas tout dire sinon c'est trop compliqué. Mais comment une poignée de banquiers ont comploté au sens strict du terme, c'est-à-dire se sont cachés dans une île qui leur appartenait, se sont cachés avec un ami à eux parlementaire pour mettre au point un projet de banque centrale, mais de banque centrale privée qui ressemble à une banque publique, mais sans être une banque publique, qui s'appelle Réserve fédérale, mais qui est ni réserve ni fédérale, précisément, qui s'appelle Réserve fédérale américaine et qui est ni réserve ni fédérale ni américaine. Et pour ensuite le proposer au Congrès. Alors, ils l'ont proposé au Congrès, ça n'a pas marché la première fois, puis ils sont revenus à la charge. Et lors des élections de 1913, donc ça c'était en 1910, le complot de l'île Jekyll, cette espèce de... C'est comme un roman policier, hein, le fait de se cacher, ils ont pour que les domestiques ne les reconnaissent pas, ils ont mis leurs domestiques en vacances et ils ont engagé des domestiques étrangers pour l'occasion, pour les quelques semaines qu'ils ont passées ensemble. Là. C'est marrant comme tout. Le travail de Mullins pour reconstituer ce puzzle à travers des milliers d'articles du Times, des journaux d'époque, des bouquins qu'ont écrit les comploteurs en vieillissant, ils se sont lâchés, le système était complètement installé, ils ont commencé à raconter. Alors c'est tout un travail de reconstitution d'un puzzle, c'est compliqué, c'est vraiment un gros travail de recherche et c'est absolument passionnant. Et on retrouve le mode opératoire, on retrouve les mêmes règles, les mêmes droits exorbitants qui sont donnés à la Banque centrale par rapport aux États, on retrouve ça dans notre système actuel dans l'Union européenne. Dans ce livre-là, il n'y a pas que le complot. Donc, il y a ensuite la façon dont c'est passé, la façon dont les banquiers en question ont financé les trois candidats aux élections présidentielles de façon avec les deux principaux, les deux qui étaient capables de gagner les élections, qui avaient tous les deux un projet de banque fédérale qui était présenté comme antagonique, présenté comme contradictoire, alors que les deux étaient les mêmes, ils aboutissaient au même résultat. Et finalement, quand Woodrow Wilson a été élu en 1913, la première chose qu'il a faite, c'est de mettre en place et de faire voter en décembre dans des conditions rocambolesques, vraiment à l'arrache, à faire voter la loi de réserve fédérale, vraiment contre l'opinion publique et contre l'intérêt général. Et depuis, il n'est pas exagéré, je trouve, de parler des Américains comme d'une colonie, comme d'un territoire occupé. Ces gens-là s'étant fait voler leur monnaie, se sont fait asservir par une bande de privilégiés qui ont un pouvoir au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il faut se rendre compte que, en prenant le contrôle du dollar, ils ont pris le contrôle du monde. Et ce que fait Eustache Mullins, c'est qu'il fait aussi un gros travail de reconstitution des parts de propriétaires, parce qu'en fait, les banques, il y a des actions, mais il y a des actions plus importantes qui sont les actions de contrôle, et dont le secret aujourd'hui est aussi important, on pourrait dire, que le code de la bombe atomique. C'est très très dur aujourd'hui de savoir qui contrôle les banques. Et à l'époque où il l'a fait, c'était encore accessible. On remontait pour la propriété de la Réserve fédérale américaine, on remontait à la City de Londres. Ce qui est quand même un peu fort de café si on se met à la place des Américains, on se dit quand même un peu dur. Et à Rothschild principalement. Tout ça mériterait de faire l'objet de débats publics. Peut-être que Mullins s'est trompé sur tel et tel point. Pourquoi pas, il faut recouper. Hein. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à en parler sans être traité de fasciste, d'antisémite, et je sais quelle autre sottise. On dirait que l'antisémitisme, l'existence de l'antisémitisme protège Rothschild. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à parler de Rothschild sans aussitôt être amalgamé à Rothschild, à un antisémite, à un fasciste, à bientôt Hitler. Alors que je me sens quand même assez peu de points communs avec Hitler et les fascistes. Les monnaies fondantes. Alors,
dans les solutions, alors les monnaies fondantes, l'idée des alternatives, c'est la monnaie fondante, c'est une suggestion de Gesell, qui était Silvio Gesell, qui était un économiste apprécié, reconnu, et c'est intéressant ce qu'il propose. Keynes en parlait avec respect et évaluait ce que proposait Gesell. Gesell proposait, pour éviter que les gens n'accumulent la monnaie, le problème, quand les gens accumulent la monnaie, cette monnaie qu'ils accumulent manque aux autres. Et pour dissuader les gens de garder la monnaie par devers eux, il proposait que la monnaie perde de sa valeur chaque mois, et que pour que les billets de banque continuent à valoir quelque chose, il faille mettre un timbre, qu'il faille acheter un timbre et mettre ce timbre sur le billet pour que le billet garde sa valeur. Et ça effectivement, ça pousse les gens à s'en débarrasser, à ne pas le garder, parce qu'il perd sa valeur. Mais si vous réfléchissez bien, la solution de Keynes qui consiste à laisser filer un peu l'inflation, ça revient au même. Avec l'inflation, vos billets de banque, progressivement, ils valent de moins en moins. Et ça revient au même. La monnaie fondante et l'inflation, c'est très proche. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est la même idée. En tout cas, c'est ce que Keynes recommandait pour euthanasier le rentier, comme il disait. C'est-à-dire que le rentier, face à l'inflation, voit son tas d'or diminuer, alors que les travailleurs... Alors, dans la protection des gens par rapport... Alors, moi, j'ai mis le désordre dans mes bouquins, donc je m'y perds un peu, mais voilà. Dans les propositions qui vont avec... qui permettent de supporter de l'inflation... Alors, Maurice Allais n'était pas un partisan du tout de l'inflation, mais un tout petit peu d'inflation, selon lui, 2% était nécessaire du fait de la propriété foncière, je ne vais pas développer là-dessus, et donc, ces 2% d'inflation que Allais suggérait de devoir respecter, il les compensait dans un système d'indexation générale, comme celui qu'on a connu pendant les 30 Glorieuses. Pendant 30 ans en France, quand les salaires étaient indexés sur l'inflation, avec l'échelle mobile des salaires, les salaires étaient indexés, les emprunts étaient indexés, les loyers étaient indexés, et finalement, pour les travailleurs et pour les petites gens, l'inflation était indolore. Il n'y a que ceux qui avaient un gros tas de billets qui voyaient leurs billets. Alors, encore que les spéculateurs souvent arrivaient à gagner plus que l'inflation et finalement n'y perdaient pas. Non, c'est surtout ceux qui avaient des tas de billets qui voyaient leurs billets. Il y a beaucoup de gens qui gardent des billets, plus que ce qu'on croit. Et ceux-là voyaient leur argent fondre. Donc la monnaie fondante, c'était une des solutions imaginables pour éviter que des accapareurs, que des gens accumulent trop de monnaie. Il me semble que sur la malfaisance de ce qui s'est passé en 1973, la malfaisance d'avoir abandonné la création monétaire, moi je vois un État ruiné. Ruiné. Donc l'État, il faut comprendre que les riches ont beaucoup à craindre d'un État fort, qu'ils ne contrôleraient pas. Et donc, dans leur stratégie, et on le voit partout dans le monde, ceux qui s'appellent libéraux s'attachent à détruire les États. Et pour les détruire, une des bonnes façons, c'est de le ruiner. Alors, le ruiner en le privant de ses ressources. Et Galbraith souligne très bien que toutes les grandes crises sont précédées de la diminution de l'impôt des plus riches. C'est un marqueur pour savoir quand ça va péter. Regardez, quand les riches commencent à voir leurs impôts qui descendent fortement, c'est qu'on est en train d'arriver au bout, le moment où il va y avoir une crise. Et il a raison, Galbraith, je trouve que ça colle. Là, vous voyez qu'en ce moment, très souvent, les riches ne payent pratiquement plus d'impôts du tout. Et donc, quand les riches ne payent plus d'impôts du tout, il faut se rendre compte de ce que ça représente comme gouffre, comme ressources qui manquent à l'État. Donc, sur le plan des ressources, on ruine l'État en le privant de ses ressources, mais aussi en l'endettant et en lui faisant payer un intérêt sur sa dette, on lui colle des charges supplémentaires, on lui colle des dépenses supplémentaires. Il faut se rendre compte aujourd'hui que l'intérêt de la dette, juste pas le remboursement de la dette, juste l'intérêt nous coûte à la France, donc un des pays parmi les autres, ça nous coûte 45-50 milliards par an. D'euros. C'est considérable. C'est 50 milliards juste pour une dette, j'insiste, pour une dette
c'est juste l'intérêt non nécessaire. Une dette qui n'est pas nécessaire. Si l'État avait gardé surtout le droit de créer la monnaie dont il a besoin, le droit d'emprunter auprès de sa banque centrale, ce qui veut dire le droit de créer la monnaie dont il a besoin, il n'aurait pas besoin de payer ses intérêts. Or, le montant des déficits, André Jacques Holbeck, qui a écrit un petit livre important pour comprendre, qui est simple, il est court, ce petit livre-là, il en a écrit un autre qui est bien aussi, La dette publique, une affaire rentable, et Argent, dette et banque. C'est deux bons André Jacques Holbeck, deux bons petits bouquins qui vulgarisent bien, qui permettent de bien comprendre. Alors lui, il a fait un travail qui n'est pas facile parce que les chiffres sont plus tous disponibles, donc il faut partir à la pêche aux chiffres. Mais depuis 1973, en gros, les dépenses publiques n'ont pas augmenté. Les dépenses publiques n'ont pas augmenté. Sont en pourcentage à peu près les mêmes toujours. Et donc, mais qu'est-ce qui fait qu'on est de plus en plus endetté? Vous regardez, c'est le service de la dette. C'est-à-dire que le montant du déficit au début, en 1973, la dette n'était pas importante et le service de la dette n'était pas important, mais le déficit n'était pas important. Et puis, année après année, le déficit, il correspond en gros mais c'est quand même étonnamment proche, c'est l'ordre de grandeur. Le déficit de la France, de l'État France, correspond en gros, chaque année, au service de la dette, en diminuant les ressources de l'État, en augmentant ses charges. Et en prenant la décision, chaque année, il faut se rendre compte que les parlementaires, chaque année depuis 1973, ont pris la décision de ne pas équilibrer ce déficit croissant, ils auraient pu l'équilibrer en diminuant les dépenses, ou en augmentant les impôts. Ils l'ont pas fait, ils ont laissé filer la dette. Et on nous dit aujourd'hui, les parlementaires ont été laxistes. On nous dit ils n'ont pas été courageux. On nous dit ils ont fait ça pour être élus, pour pas être impopulaires. C'est possible, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est possible. Je trouve que ça correspond tellement cette décision, année après année, de laisser filer une dette qui va enfermer l'État dans les pattes de ceux qui lui prêteront de l'argent plus tard, et quand ça va être tellement important que l'État va dépendre de ces gens-là, ça correspond tellement aux intérêts de ceux qui financent l'élection des élus, que j'ai du mal à croire que ce soit une coïncidence, quoi. Je sais bien que c'est complotiste, que c'est paranoïaque... N'empêche que ces parlementaires qui, depuis 1973, à gauche comme à droite d'ailleurs, à gauche entre guillemets, comme à droite entre guillemets, ont laissé filer la dette, je trouve que c'est quand même un peu facile de les absoudre en disant ils n'ont pas été courageux, ils l'ont fait pour être élus. Ça ressemble plus à une mise en coupe réglée de l'État. Ça ressemble plus à une mise en coupe réglée de l'État et qui est compatible avec la destruction des nations qui vient avec l'Union européenne, qui va dans le même sens. La fabrication de l'Union européenne va dans le même sens de la destruction de cette nation, de cet État que nos grands-parents révolutionnaires en 1789 ont construit pour s'émanciper, pour s'arracher du joug de l'Ancien Régime. Et on est en train de se faire piquer, la nation et l'État, par ceux qui étaient les privilégiés de l'Ancien Régime, quoi. Hein. Je veux dire, c'est une contre-révolution. Et il y a des tas de gens qui écrivent des livres importants en les intitulant contre-révolution. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une contre-révolution. Les privilégiés d'il y a 200 ans sont en train de gommer ce qu'on a gagné en 1789 et à l'époque. Alors... je suis en train d'arriver sur la fin de ce que j'ai à vous dire sur la monnaie et j'ai gardé, je trouve, le meilleur pour la fin. À créer la monnaie, on cherche à financer l'économie. Savoir si l'État peut créer ou pas la monnaie, savoir combien de monnaie on a. Notre problème, c'est financer l'économie. Or, pendant des années, pendant des siècles, le financement de l'économie a été confié à la bourse. Les sociétés par action et la bourse, avec un marché où ceux qui ont trop d'argent
viennent sur le marché pour l'offrir, et ceux qui ont besoin d'argent pour créer leur entreprise viennent sur le marché pour l'emprunter. J'ai l'impression, moi, que les bourses, elles se justifient dans une ambiance d'argent rare, créée par des privilégiés qui font bien attention à ce que l'argent soit rare. Mais si on considère qu'il n'y a pas de raison que cet argent soit rare, si on considère qu'en tant que société, entre nous, on pourrait imaginer un système dans lequel l'argent, c'est nous qui reprendrions le contrôle. Et on en créerait, non pas trop, non pas, parce qu'on ne tient pas à revivre les expériences où en créant tellement, on a tout mis par terre, on a tué la poule aux œufs d'or, et finalement on s'est trouvé complètement ruiné, alors la situation était pire qu'avant. Non, mais sans en créer trop, on imagine qu'on pourrait en créer davantage qu'aujourd'hui, puis surtout l'orienter vers d'autres poches que ce que font les banquiers privés aujourd'hui. Mais si on reprend le contrôle de la création monétaire, en reprenant le contrôle public, on n'a plus besoin de la bourse. On n'a plus besoin de la bourse. On n'a même plus besoin de l'épargne. On n'a plus besoin de l'argent des riches. Alors, donc la récupération de la création monétaire pas les politiciens, hein. Donc ce sera lié avec ce que je vous dirai tout à l'heure, mais par la puissance publique, par les citoyens, ça pourrait être des assemblées peut-être tirées au sort qui décideraient de combien on fait de monnaie, on en discutera, parce que c'est peut-être trop technique pour des assemblées tirées au sort, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, la puissance publique, ça pourrait être, nous, une incarnation de ce que nous sommes, qui déciderait de la monnaie dont on a besoin. Ça me paraît une piste, à la place des banquiers, ça paraît une piste de financement. Mais il y en a une autre dont je voudrais vous parler, qui est un travail formidable, vraiment un travail enthousiasmant. Révélé, moi, c'est Franck Lepage qui me l'a révélé. Franck Lepage, c'est un militant enthousiasmant. Je vous conseille de découvrir ce gars-là si vous ne le connaissez pas. Vous pouvez taper son nom sur Google, je pense que vous arriverez directement sur ses conférences gesticulées, c'est quelque chose d'important. Il dit des choses très très importantes, Franck. Je ne peux pas développer, à l'occasion de la monnaie, l'idée forte qu'il développe, parce que ça concerne l'éducation populaire, ça concerne la culture comme éducation politique des jeunes adultes pour éviter les guerres. La culture devrait, plutôt qu'être l'art, réduite à l'art, ce qui est une catastrophe, la culture devrait être l'éducation des jeunes adultes à des valeurs. Par exemple, les valeurs d'Orwell, vous savez, la common decency, c'est-à-dire une espèce de générosité, d'altruisme, qui peut être travaillé, qu'on peut enseigner, qu'on peut développer avec une éducation adaptée. Et donc, le travail de Franck sur l'éducation populaire et sur le sabordage de la culture pour la réduire à de l'art, c'est-à-dire à perdre l'aspect politique qu'est la culture, c'est un travail essentiel. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera du tirage au sort, parce que le tirage au sort est lui aussi un outil d'éducation populaire, on en reparlera. Mais ce que Franck m'a fait découvrir, c'est le travail de Bernard Friot. Alors, je ne pourrais pas ici résumer, je ne pourrais pas reprendre le détail du travail de Friot. Je vous invite à aller voir les conférences de Friot. Chaque conférence fait 2 heures. Moi, j'en ai déjà vu 4 ou 5, je l'ai rencontré un petit peu, il faut que je le rencontre plus. Ce que fait cet homme est essentiel. Et proprement révolutionnaire. Avant de lire le livre, je vous conseille d'aller voir les vidéos. Et vous pouvez voir plusieurs vidéos parce qu'il improvise quand il parle de ces vidéos. Et donc, c'est pas les mêmes. Il y a des choses nouvelles dans chaque vidéo. Et en plus, c'est riche. Il y a un vocabulaire à maîtriser qui est sur l'emploi, les salaires, les cotisations. Donc, il donne un sens au mot travail, un sens au mot emploi qui est vraiment, vraiment très utile. Je vais vous résumer pour que vous compreniez, parce que comment ça s'articule avec ce que je vous ai dit jusque-là. Je cherche à financer l'économie sans avoir besoin de l'épargne des riches. Je voudrais que nous, la multitude qui ne sommes pas riches, je voudrais que nous puissions avoir une activité économique normale, vivre une vie décente, vivre une vie digne, sans avoir besoin de l'argent des riches, sans avoir besoin du capital accumulé, sans avoir besoin du capitalisme, sans avoir besoin de l'argent accumulé, du capital accumulé par ceux qui ont de l'argent, les porteurs d'argent. Donc l'idée de reprendre la création monétaire aux plus riches, c'est une première piste. Et l'idée de Friot, encore une bombe, ça, une sacrée bombe. Il nous dit, Friot,
nous avons dans notre réel, dans quelque chose que nous vivons déjà. Donc ça n'est pas une utopie, c'est pas un rêve inaccessible. Dans le réel, aujourd'hui, nous vivons un financement anticapitaliste qui marche très bien. Ce sont nos retraites. Alors, en quoi est-ce que les retraites sont une solution majeure, une démonstration majeure que nous sommes capables, entre nous, de financer quelque chose sans épargne préalable? Eh bien, regardez. Comment est conçu, comment nos grands-parents, au sortir de la guerre, ont conçu le système des retraites? C'est facile. C'est facile. Chaque année, on ne sait pas ce qui va se passer dans 20 ans, mais on sait que l'année prochaine, on aura tant de gens qui travaillent et on aura tant de retraités qui ne travailleront pas. On fait une règle de 3, on sait exactement combien il va falloir prendre sur leur salaire en cotisation de l'année prochaine pour payer les retraites de l'année prochaine. Chaque année, on décide du pourcentage qu'il faut prendre sur les salaires pour financer les retraites de l'année prochaine. C'est indestructible. Certes, en période de baby-boom et puis même de papy-boom en ce moment, il va falloir augmenter, d'ailleurs ça n'a pas arrêté depuis la Deuxième Guerre mondiale, les taux de cotisation, retraite, ont augmenté pendant toute la période. Ils augmentent un petit peu chaque année, alors que c'est dans une période de croissance où ça croît de beaucoup plus. On crée de plus en plus de richesses chaque année, on crée beaucoup de richesses, et sur cette nouvelle richesse, on en prend un petit peu plus, un petit peu à chaque fois, on en prend pour les retraites. C'est juste indolore, et c'est un système insubmersible. C'est un système, sauf si on le coule en faisant des trous dans la coque. Quand le MEDEF a réussi à obtenir qu'on gèle l'augmentation des cotisations patronales, qu'on arrête d'augmenter, d'ajuster le montant nécessaire au montant pris sur les salaires, au montant financé, quand ils ont décidé ça, ils ont fait un trou dans la coque en disant mais le système, ils l'ont volontairement déséquilibré. Mais c'est du sabordage. C'est juste du sabordage. Le système, il était fait pour être jamais en déséquilibre, jamais en découvert, jamais 1 euro de découvert. Et ça marchait très bien, sur des sommes considérables. On en est à 230 milliards par an de retraite. Sans État, il n'y a pas besoin d'État, c'est entre nous. C'est des caisses sociales, c'est entre nous. Il n'y a pas besoin d'État, il n'y a pas besoin de l'épargne des riches, on n'a pas besoin d'emprunter à qui que ce soit, on n'a pas besoin de payer d'intérêt. Et c'est des engagements, donc 230 milliards sur des dizaines d'années, sur 30, 40, 50 ans. Et ça marche très bien. Il y a déjà 45% du salaire global que reçoit quelqu'un qui est versé par des caisses. Alors, pas seulement sur la retraite, mais sur la maladie, le chômage, toutes les assurances sociales. Déjà, presque la moitié de ce qu'on gagne, de nos revenus, est versé, pas versé par l'entreprise, c'est versé par l'entreprise à des caisses qui nous le versent. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Et il n'y a pas besoin d'emprunter. Il n'y a pas besoin de payer des intérêts. Il n'y a pas besoin de capital préalable. Il n'y a pas besoin d'épargne. Ce que dit Friot, c'est ce système a été mis en place à la Deuxième Guerre mondiale. Il fonctionne depuis, il donne parfaitement satisfaction. Il devrait être d'abord généralisé à toutes les catégories, les libéraux, à tout le monde, évidemment. Et puis surtout, puisque ça marche pour les retraites, il n'y a qu'à l'étendre pour les salaires. Et quand une entreprise paierait son salarié, au lieu de le payer lui, elle le paierait une caisse qui le paierait, ce serait mutualisé. A priori, on se dit, mais c'est sûr que ça va marcher, mais ça marche déjà très bien pour les retraites. Pourquoi ça ne marcherait pas pour les salaires? Et puis pour l'investissement. Au lieu d'aller chercher sur un marché, sur une bourse qui ne finance plus l'économie, vous savez que tout confondu, la bourse, elle détruit du capital. Chaque année, vous faites le solde de ce que la bourse prend à l'économie et ce que la bourse donne aux entreprises, elle détruit du capital. Ça ne sert à rien. La bourse ne finance plus l'économie. L'idée de Friot, et moi je la découvre depuis quelques mois, ça demande à être approfondi, mais c'est quand même drôlement séduisant. L'idée de Friot, c'est prolongeons l'expérience réussie de la retraite depuis 30 ans, depuis 60 ans.
Prolongeons cette expérience sur d'autres sujets qui nous posent problème. Par exemple, l'investissement. On investit, la proportion du PIB de l'investissement dans notre pays est absolument catastrophique. Il faudrait qu'on investisse 25% de notre PIB, on est très 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 loin. Mais si on finançait par cotisation, c'est-à-dire si on demandait aux entreprises de cotiser à des caisses au titre d'investissement, et quand des entreprises ont besoin d'investir, elles vont voir ces caisses pour obtenir l'argent en question, on aurait nos 25% d'investissement. On les aurait bien plus qu'en comptant sur le marché qui ne fonctionne pas. Aucune de ces réformes ne sera, à mon avis, possible dans le cadre de l'élection. Parce que les élus, pour l'essentiel qui n'est pas forcément dit, rendent des comptes à leurs sponsors, à ceux qui les font élire. Et si ceux qui les font élire sont les plus riches, ce sont même plus les commerçants, ce sont les banques. Donc je pense qu'il est illusoire d'attendre que les élus changent quoi que ce soit au niveau des banques. Ça détruirait, ça correspondrait pour eux à un harakiri. Donc ce qu'on dira sur le tirage au sort à la place de l'élection est complètement le complément politique de cette recherche sur le plan du financement. Si vous avez des idées sur le plan du financement, je suis preneur, parce que moi je suis complètement en état de recherche. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas comprises, ou d'autres que j'ai mal comprises, ou qui me manquent. Moi je suis preneur de nouveautés en la matière.